Il est normal que j'entende rien pour le moment. Je me signale, je vais mettre dans le bureau, donc tu veux entendre aussi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez à distance? Si oui, je veux bien quelques messages sur le chat m'indiquant que ma voix est bien audible. Oui, j'ai l'air d'avoir des réponses. Donc écoutez, techniquement, tout a l'air de fonctionner. Merci à toutes et à tous pour votre présence nombreuse ce matin. On va encore attendre, allez, encore une ou deux petites minutes parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Et puis, on va rapidement démarrer cette présentation sur le cursus vétérinaire en École nationale vétérinaire française et en l'occurrence, évidemment, en faisant un focus un peu particulier sur l'école d'Alfort. Quelques minutes encore et je reprends rapidement la parole pour lancer cette présentation avec vous. On peut en profiter pour redire quelques petites consignes. On est nombreux là aujourd'hui derrière l'écran, donc évidemment on ne pourra pas tous interagir à l'oral. Ce que je vous propose, c'est que les questions soient posées sur le chat. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure. On doit avoir avec nous des étudiants de l'école vétérinaire qui nous aident à modérer la discussion, donc qui vont lire ces questions et puis on en fera la synthèse à la fin pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Voilà, donc ce qui veut dire que pendant la conférence, il va falloir garder vos micros coupés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Je vais également vous demander, ce serait plus sympathique de tous se voir, mais de couper vos caméras parce que ça permet de gagner un petit peu de bande passante et d'être sûr que tout le monde ait bien une qualité d'image suffisante. Et puis voilà, on va commencer par je vais commencer par une petite présentation et puis ensuite, évidemment, la suite sera ouverte à toutes les questions. Alors, je commence à avoir quelques questions là en entendant les derniers arrivants, quelques questions sur des choses techniques. Alors, des gens qui n'entendent pas le son, apparemment, c'est un grand nombre d'entre vous l'entendent, donc je pense qu'il y a un problème technique là uniquement du côté de votre ordinateur à vous. Et puis une autre question sur recevrons-nous la présentation? Oui, ces présentations-là, toutes les présentations d'aujourd'hui sont enregistrées et elles seront donc disponibles en ligne sur le site de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, à l'adresse que vous avez en tapant vet-alfort.fr. Vous pourrez facilement retrouver les informations sur le forum d'aujourd'hui. Et donc les replays de l'ensemble des conférences. Ouais, 9h36, bon, écoutez, en ayant fait passer ces quelques petits mots d'information, je pense que je n'entends plus de personnes qui rentrent dans la salle. Donc, je vous propose qu'on démarre. Et donc, présentation que je vais faire en tant que directeur des formations. Mon nom est Henri Château. Je suis professeur en anatomie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et puis, je le fais également au nom de Catherine Colmin qui vient de nous rejoindre en vidéo, qui est directrice de la scolarité de la vie étudiante, donc avec qui nous partageons la tâche d'organiser ce cursus. Bonjour à tous. Et donc, Catherine participera également évidemment aux réponses à la fin de cette présentation. On essaiera de faire ça en binôme. Présentation du cursus. Donc, bon, j'imagine que vous le savez, il y a plusieurs voies d'accès
pour entrer dans une école nationale vétérinaire en France, il y a plusieurs écoles, 4 écoles. Donc ici, vous êtes sur le forum de l'école nationale vétérinaire d'Alfort à Paris, donc juste à quelques kilomètres du centre de Paris. Mais il existe également des écoles nationales vétérinaires à Nantes, ici le petit cadran en vert, une autre à Toulouse et une dernière qui se trouve à Lyon. Donc 4 écoles nationales vétérinaires de France qui travaillent parfaitement toutes les 4 en collaboration étroite. Et même s'il y a plusieurs écoles, il n'y a qu'un seul diplôme, et un diplôme qui est évidemment valable et le même diplôme, quelle que soit l'école choisie. Un seul diplôme, par ailleurs, pour toutes les espèces. Donc, quand on est vétérinaire, on obtient un diplôme à la fin du cursus, en particulier en fin de la 5e année, qu'on appelle le DEFV, qui est un diplôme commun à toutes les espèces. Donc, on enseigne bien toutes les espèces dans les 4 écoles nationales vétérinaires d'Alfort. Il peut y avoir des petites spécificités, peut-être certaines écoles qui vont avoir des domaines d'activité avec un peu plus de spécialisation, mais le tronc commun est évidemment le même pour tout le monde. Et dans toutes les écoles, on enseigne la même chose. Et ce diplôme, il est valable par ailleurs dans toute l'Europe. Donc, quand on a un diplôme de vétérinaire en France, on peut exercer dans n'importe quel pays européen avec ce diplôme. Ce qui est vrai d'ailleurs dans le sens inverse. Quand on obtient un diplôme dans une école vétérinaire d'un pays européen, on peut également exercer en France. Et vétérinaire, et vous allez l'entendre toute la journée, si vous participez à plusieurs de ces conférences, puisque c'est l'objectif de vous montrer ça. Vétérinaire, c'est une profession, mais il y a énormément de métiers liés à la profession de vétérinaire, avec des facettes qui sont évidemment des facettes qui sont en premier lieu cliniques, avec soins aux animaux, mais également, et on va en reparler, d'autres aspects du métier de vétérinaire, vers le secteur de l'industrie, de la recherche, vers le secteur de la santé, de la santé humaine également, éventuellement, avec des liens très forts entre la santé humaine et la santé animale, et puis surtout l'hygiène et la qualité des denrées alimentaires. Plusieurs écoles, donc je viens de vous les citer. Voilà, évidemment, je vais faire le focus aujourd'hui sur l'école d'Alfort, puisque si vous êtes aujourd'hui sur le forum de cette école, vous constaterez d'ailleurs qu'il y a des forums qui sont organisés dans les 3 autres écoles. Donc, je vous conseille d'aller voir également ces forums. Il pourra y avoir des informations un petit peu complémentaires. Et donc, n'hésitez pas également à participer à ces forums de nos camarades des autres écoles. Quelques mots sur l'école d'Alfort. C'est juste à titre d'introduction. L'école d'Alfort, c'est une vieille dame. Elle date de 1765. Elle a été créée d'abord à Paris. Elle a rapidement migré vers, vous le voyez sur cette ancienne carte ici, la ville de Paris, la région parisienne qui était à cette époque fort peu peuplée. Et on reconnaît la Seine ici. La Seine et la Marne. Et vous voyez que l'école d'Alfort vient se situer ici à cette confluence-là entre la Marne et la Seine. Avec à l'époque, vous voyez, on voit une image, une reprographie de l'époque avec le pont qui traverse ici la Marne juste en face de l'école. Et on voit cette image où cette zone de la région parisienne était vraiment la campagne, évidemment, à l'époque. Cette école est toujours sur son site d'origine. Donc, elle est restée depuis 1766 sur cette confluence entre la Marne et la Seine, ce qui lui donne, alors évidemment, c'est un peu moins la campagne maintenant, mais une vraie localisation avec un territoire de recherche, d'enseignement extrêmement riche, évidemment, aux alentours de cette école, ce qui donne une véritable force à cette structure de recherche et d'enseignement. Elle est donc, de ce fait, on le comprend facilement, comme ça fait très longtemps qu'elle est sur son site, elle est marquée par un héritage qui est extrêmement riche. Vous voyez ici, là, sur cette diapositive, quelques photographies qui sont des exemples, mais d'une part, le musée Fragonard, du nom du premier directeur de l'école, qui était également professeur d'anatomie et qui a laissé des pièces assez spectaculaires, toujours conservées au sein de ce musée, qui est un musée national, que vous pouvez visiter d'ailleurs. Il est ouvert au public et donc dans ses horaires et jours d'ouverture, il est ouvert absolument au grand public. Ça peut vous donner l'occasion de venir visiter l'école et bien sûr visiter ce musée.
C'est également l'école une très vieille bibliothèque, hein, une bibliothèque ancienne avec des très grandes collections d'ouvrages anciens traitant de la médecine vétérinaire, des amphithéâtres historiques. Vous voyez ici un amphithéâtre, hein, dans lequel on voit un cheval. Cet amphithéâtre, il est toujours exactement conservé dans sa configuration d'origine. On peut toujours d'ailleurs faire rentrer des animaux vivants, y compris des chevaux, dans cet amphithéâtre devant nos étudiants. Voilà, vous voyez d'ailleurs la photo qui va avec, quelques siècles plus tard, hein, ce même amphithéâtre, ces mêmes gradins organisés de la même façon. Donc évidemment un héritage que nous chérissons. Et en même temps, une école en pleine mutation parce que nous allions évidemment tradition et modernité, avec des nouveaux bâtiments qui sont construits depuis les années 2009, hein, création d'un nouvel hôpital pour les animaux de compagnie, puis 2015, création d'un nouveau bâtiment pôle à risque biologique dans lequel on va faire toutes les activités d'autopsie, de dissection, et puis tous les TP, TD qui sont sur potentiellement des éléments qui nécessitent de manipuler des micro-organismes, donc avec un confinement biologique particulier. Et puis 2020, plus récemment, réfection complète d'un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Nocard, dans lequel a été installé l'hôpital des animaux de production et de la faune sauvage. Donc, on est en plein cœur de la région parisienne, mais au centre de l'école d'Alfort, tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment et toute la cour qui entoure tous les bâtiments qui entourent cette cour que vous voyez ici sont des étables, hein, et donc on a des vaches, des moutons, des chèvres, des cochons en permanence dans ces bâtiments, hein, qui sont des animaux malades, qui sont donc soignés. C'est bien un hôpital qui est installé ici en plein cœur de la région parisienne. Ce qui finalement peut paraître de façon un peu paradoxale, qui est extrêmement utile parce que il y a de nombreux élevages, hein, en région parisienne, dans le 77, dans le 94, et finalement l'école est très utile pour le soin de ces animaux. 2022, tout récemment, on a ouvert ce bâtiment promotion de cette année, hein, donc première rentrée dans ce bâtiment qu'on appelle l'Agora en septembre 2022. C'est ce bâtiment, dernière construction qui est sur le site d'Alfort, qui est le cœur de vie, le cœur de campus, hein, qui est le pôle d'enseignement et administratif, donc des nouveaux amphis qui ont été installés, des grands amphis, des salles de TD, des zones de travail pour les étudiants en autonomie, tout ça dans un bâtiment bois extrêmement lumineux, donc beaucoup de confort avec ces nouvelles constructions. Enfin, dernière chose dont il faut avoir conscience, c'est que l'école nationale vétérinaire d'Alfort, ce n'est pas que le site qui se trouve à Maisons-Alfort. On voit ici en vue aérienne, avec la Marne ici en haut de l'image. Hein, donc, pas uniquement le site qui se trouve en région parisienne à Maisons-Alfort, mais c'est également le site qui se trouve en Normandie et qu'on appelle le CIRAL, Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, donc les chevaux, et plus précisément les problèmes locomoteurs chez les chevaux. Alors vous voyez ce site ici, on voici une photographie avec un cheval qui est en train de trotter, hein, donc de se déplacer devant un groupe d'étudiants qui analysent la locomotion de ce cheval pour évaluer si sa locomotion est symétrique ou non et s'il a d'éventuels problèmes pour se déplacer. Donc, des dominantes pathologiques chez le cheval, hein, avec d'énormes moyens d'imagerie, scanner, échographie, IRM, etc., pour diagnostiquer ces problèmes locomoteurs chez le cheval. Et donc ça se passe en Normandie, à côté de Caen. Bon, pour une raison assez simple, hein, qui est que la Normandie est vraiment une région où il y a énormément d'élevage et d'utilisation sportive du cheval. Donc, c'est un site tout à fait particulièrement bien placé, hein, situé pour faire ce type d'activité. Mais ça reste évidemment l'école d'Alfort. Donc ça fait absolument partie de notre campus, même s'il est délocalisé.
Donc, au bilan, l'ENVA, c'est donc 2 sites, 800 étudiants et en augmentation, puisqu'on a actuellement des promotions de 160 étudiants et à l'horizon 2025, on aura des promotions de 180 étudiants. Donc, on continue à accroître le nombre d'étudiants que l'on souhaite accueillir au sein de nos locaux. 10 hectares aux portes de Paris, 140 encadrants pédagogiques. Encadrants pédagogiques, hein, ce sont bien sûr des enseignants-chercheurs. Donc, on est dans un milieu qui est universitaire, donc un statut universitaire. Donc, nos enseignants font à la fois de la pédagogie, mais également de la recherche pour nourrir leur pédagogie, hein, cette recherche permettant de faire évidemment évoluer les connaissances. Des chercheurs qui s'associent à eux pour ces travaux de recherche, des praticiens hospitaliers, des assistants hospitaliers, des résidents qui, eux, sont dans nos hôpitaux universitaires, hein, qui participent évidemment, eux aussi, à la pédagogie, puisqu'ils vont encadrer les étudiants au chevet des patients dans les hôpitaux. Et donc, 4 hôpitaux, hein, alors qu'on appelle des CHUV, Centres hospitaliers universitaires vétérinaires. Donc, vous comprenez hein, facilement le V qui a été ajouté au CHU que l'on peut connaître en médecine humaine. C'est absolument le même principe, c'est-à-dire que nos étudiants vont participer avec nous hein, aux soins aux animaux en étant encadrés par des cliniciens seniors. 4 centres, puisqu'on a à la fois un hôpital pour, et je vous remontrerai quelques photos, les animaux de compagnie, bien sûr, hein, mais également les animaux de production. Vous l'avez vu, je vous ai montré le bâtiment Nocar avec ses étables. Les équidés, alors avec une partie des équidés qui sont pour le moment encore sur le site alforien et une partie qui sont sur le site du CIRAL. Je vous montrerai également quelques photos. Nos projets sont d'emmener la totalité de cette activité en Normandie à l'échéance 2024. Et puis également un CHUV qui s'intéresse exclusivement à la faune sauvage, hein, à la faune sauvage et en particulier à la faune sauvage autochtone, hein, donc des animaux qui peuvent être amenés à l'école voilà, sur la périphérie de la région parisienne pour être soignés. Donc l'école d'Alfort, c'est plus de 40 000 animaux soignés tous les ans dans ces centres hospitaliers. Hein. Et pour organiser tout ça, alors non seulement il y a les encadrants pédagogiques, mais également du personnel administratif, technique, bien sûr, hein, donc plus de 200 personnes qui participent à cette activité. Donc nos missions, elles sont triples en fait. Hein. C'est évidemment la formation initiale, donc former des étudiants vétérinaires. Formation continue également parce que nous sommes amenés à faire des formations pour les vétérinaires après leur sortie, hein, donc pour qu'ils continuent à se former. Et puis, notre deuxième mission, qui va évidemment complètement en lien avec la première, c'est le soin aux animaux. Donc, c'est d'organiser des hôpitaux pour soigner des animaux et de cette façon, permettre à nos étudiants d'être directement en contact avec la réalité du soin aux animaux pour cet apprentissage. Et puis, pour nourrir tout ça, pour faire progresser les connaissances, de la recherche qui peut être à la fois fondamentale, appliquée et clinique lorsque elle vise à améliorer les soins aux animaux directement. Alors, je peux commencer par là, et je vais évidemment pas centrer mon discours là-dessus, puisqu'on va très rapidement parler plutôt d'enseignement, hein, mais juste pour redire que la recherche, évidemment, elle alimente l'enseignement, on le comprend, elle la fait progresser. Donc, l'école, c'est 2 grands pôles de recherche, un pôle sur les maladies animales, les zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Hein, et évidemment, le contexte actuel, sanitaire, les problématiques Covid, etc., nous font comprendre toute l'importance de parfaitement maîtriser hein, cette problématique de lien entre les maladies animales et les maladies humaines. Risque infectieux, et puis un deuxième pôle qui est un pôle lié à la physiopathologie, donc les anomalies qui peuvent intervenir sur le muscle, sur l'appareil locomoteur, sur la reproduction. Et tout ça s'organise en 9 unités de recherche avec des publications scientifiques. Évidemment, on souhaite étudier des animaux pour eux-mêmes, hein, pour mieux les soigner, mais cette recherche, elle permet également, en comprenant ce qui se passe sur l'animal, d'améliorer la santé humaine, et puis également des activités de recherche qui peuvent contribuer à améliorer, à préserver la sécurité alimentaire.
voilà les grands champs d'action qui sont envisagés. Alors ensuite, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment tout ça s'organise pour former des vétérinaires. Donc, je vous l'ai dit, diplôme vétérinaire, c'est un diplôme qui est valable pour toutes les espèces. Donc, vous l'avez vu, on a des centres hospitaliers universitaires dans tous les domaines, animaux de compagnie, animaux de production, équidés, faune sauvage. Donc, nos étudiants vont tous passer par tous ces hôpitaux de manière à être formés sur toutes les espèces. Et un diplôme qui va être valable dans toute l'Europe. Alors, pour reprendre un peu une frise de l'organisation générale de ce cursus, on va peut-être passer un tout petit peu de temps sur cette frise pour bien comprendre comment le cursus s'organise depuis l'entrée dans l'école jusqu'à la sortie de l'école. Vous constatez que ce cursus, il dure 6 ans. Donc, on a une première année ici et on va terminer le cursus à la fin de la 6e année par la soutenance d'une thèse d'exercice vétérinaire qui permet d'obtenir le diplôme de docteur vétérinaire. Donc, fin du cursus de formation initiale, parce qu'évidemment, après, on va pouvoir faire des spécialisations. C'est 6 ans. C'est 6 ans. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le début du cursus, où en fait, on va avoir plusieurs voies d'accès, vous le savez probablement, plusieurs voies d'accès qu'on souhaite diverses pour avoir une diversité d'étudiants. Et ces voies d'accès, alors, elles sont numérotées avec des lettres. Vous avez peut-être déjà vu ces terminologies-là. La première d'entre elles, c'est le concours post-bac. Dans tous les cas, pour rentrer en école vétérinaire, il faut passer par un concours. Donc, c'est toujours un concours, qu'il soit post-bac ou qu'il soit sur les voies plus traditionnelles A, B, C, D, voire E. Le concours post-bac, lui, il va avoir lieu pendant l'année de terminale, en passant par Parcoursup, avec une première phase qui est une phase d'admissibilité qui se base sur les notes des candidats en première, en terminale, essentiellement, et puis ensuite une phase d'admission qui, elle, se base sur des entretiens ainsi que des QCM, donc une série d'ateliers qui, eux, pour le coup, ne sont pas du tout basés sur des éléments académiques. On va aller chercher des compétences qui peuvent être avec des entretiens qui vont se faire avec des vétérinaires, avec des enseignants, pour bien comprendre la motivation, les capacités d'argumentation de nos étudiants, les capacités de compréhension des enjeux de la profession vétérinaire. Donc, on va se baser sur des choses qui sont en dehors du secteur académique. Mais évidemment, puisque vous comprenez que c'est une deuxième phase, cette phase d'admission, la première phase, la phase L d'admissibilité, se basant sur les notes, il faut évidemment faire la preuve que le niveau académique est suffisant, parce que les études vétérinaires sont des études qui sont exigeantes. Donc, il faut évidemment que les notes en première, en terminale, soient de bonne qualité pour pouvoir ensuite accéder aux épreuves d'admission. Ça, c'est le concours post-bac. Il permet donc, ce concours post-bac, d'arriver en première année commune aux ENV. Donc, c'est exactement la même organisation, les mêmes disciplines dans les 4 écoles nationales vétérinaires françaises, mais il y a une année organisée dans chacune de ces écoles. Et on va, pendant cette première année, aborder des thématiques qui sont relativement fondamentales de biologie, de physique, de chimie, un petit peu de mathématiques, et puis première immersion dans le milieu vétérinaire avec des stages d'une part, et puis d'autre part des TP, des TD, éventuellement quelques cours qui permettent de commencer à envisager ce qu'est le métier de vétérinaire et donc commencer à des choses un petit peu professionnalisantes. Ensuite, donc ça, c'est la première voie d'accès. Et puis, on a les autres voies d'accès qui, elles, voie A, voie ATB, voie B, voie C, voie D, permettent d'accéder directement en deuxième année. Donc, ces autres voies qui sont, alors, pour la voie historique, je dirais la voie A, la voie du concours BCPST, donc le concours commun entre les écoles vétérinaires et les écoles d'agronomie. Donc, cette voie A, 2 ans de classe préparatoire qui permet à l'issue du concours
de rentrer, si on est suffisamment, enfin, si le classement le permet, dans une des 4 écoles nationales vétérinaires françaises. Et donc, on arrive dans ce cas en deuxième année. C'est la même chose pour la voie B, hein, mais cette fois-ci, la voie B se passe par des licences, hein, donc des licences à dominante, voilà, qui permettent au minimum 2 ans de licence, hein, à la fin de la L2, de passer un concours qui, là encore, si on est sélectionné, permet d'entrer directement en deuxième année. Même chose pour la voie C, arrivée en début de deuxième année. La voie C, quant à elle, est destinée à des étudiants qui ont fait des parcours en BTS, en BTS-A et également pour le moment en DUT, les nouveaux BUT, hein, nouvelle nomenclature, BUT ou ancien DUT. Par ces voies-là, il faut passer par un concours qui se prépare dans une classe préparatoire spécifique, hein, et donc prépa ATS, donc une seule année de préparation pour ce concours-là, et qui permet donc, si on est sélectionné, de rentrer par la voie C, même chose en début de deuxième année. Enfin, une voie D, alors qui est un peu plus, voilà, en termes de nombre d'étudiants, assez limité, hein. Voie D, ce sont des voies qu'on peut qualifier de reconversion, hein, ou en tout cas de diversification, qui sont destinées à des étudiants qui ont un niveau master, hein, donc étudiants plus âgés, niveau master dans des disciplines biologiques, hein, ou alors destinés à des étudiants qui ont un diplôme de docteur, qu'ils soient pharmaciens ou médecins. Voilà pour ces principales voies. On peut également évoquer la voie E, mais je vais le faire très rapidement. Voie E, c'est une voie un peu particulière du concours A, pour des étudiants qui, à l'issue du concours A, ont à la fois réussi le concours des ENS et des concours des classes vétérinaires. Et on leur propose, pour quelques étudiants, 2 étudiants grand maximum par an, de faire un double cursus ENS et ENV. Donc voilà pour ces voies d'accès, hein. Alors évidemment, c'est très résumé ici en quelques mots. Les informations complémentaires, si vous voulez approfondir ces domaines-là, alors d'une part pour le concours post-bac, mais ce que je vous conseille absolument, là vous êtes là à 9h30, vous êtes avec moi sur cette présentation du cursus. Il me semble, il faudra vérifier sur le planning, qu'à 14h, il y a de nouveau une présentation du concours post-bac qui avait lieu là en parallèle de la présentation du cursus. Donc ceux qui sont intéressés par le concours post-bac, il faut, je pense, que vous participiez à cette conférence en début d'après-midi, spécifiquement sur cette voie-là. Pour les autres voies, vous avez par ailleurs des informations qui sont disponibles et il faut absolument aller regarder et lire ces informations sur le site du concours Veto Agro, hein, donc SCAV, donc vous allez pouvoir retrouver évidemment sur Internet et c'est important d'aller prendre des informations précises sur les attendus de ces différentes voies, parce que je le redis, il n'y a pas à nos yeux de meilleure voie, il n'y a aucune voie qui soit meilleure les unes que les autres. Nous, ce que l'on souhaite avec ces différentes voies, c'est de diversifier le profil de nos étudiants, donc ne pas avoir un seul type d'étudiants dans nos écoles. Et par ailleurs, arriver en deuxième année, quand toutes les voies se regroupent, tous les étudiants, quelle que soit leur voie d'accès, suivent exactement le même cursus. Il n'y a plus aucune distinction entre ces différentes voies une fois qu'on est arrivé à l'intérieur de l'école. Donc voilà, diversité d'accès, mais évidemment, une fois qu'on arrive dans l'école, tout se passe de la même manière. Alors, c'est logé maintenant notre présentation, hein, savoir un petit peu comment s'organise le cursus dans l'école. Et vous voyez qu'il y a 2 grandes phases. Il y a une première phase, alors qui est la plus longue, hein, qui est une phase de tronc commun, de la deuxième année à la fin de la 5e année. Et ce tronc commun donc, permet d'aborder l'ensemble des espèces. C'est ce qu'on disait en introduction, hein, le diplôme est bien un diplôme de généraliste vétérinaire. On va aborder toutes les espèces, quelle que soit l'école. Et ceci permet d'obtenir à la fin de la 5e année un diplôme qui s'appelle le DEFV, diplôme d'études fondamentales vétérinaires. L'organisation de ce tronc commun
évidemment, est progressive. Hein. Donc, dans les premières années du cursus, on a des disciplines qui sont des disciplines relativement fondamentales. Il faut faire de l'anatomie, il faut faire de la physiologie. Fondamental ne veut pas dire nécessairement cours magistraux. C'est évidemment des disciplines qu'on peut aborder de façon extrêmement appliquée, avec des TD, des TP, etc., des mises en pratique. Hein. Mais évidemment, il faut commencer par acquérir un socle de base. Et puis petit à petit, on va augmenter l'accès vers des disciplines plus cliniques. Hein, donc, on va aller vers la médecine, la chirurgie. D'abord dans des plus de troisième, quatrième année, avec des notions qui sont théoriques, il faut acquérir là encore les bases, et puis de plus en plus au contact direct des animaux, dès la quatrième année, où on commence à avoir des rotations qui s'organisent au sein des centres hospitaliers. Donc les étudiants sont par petits groupes répartis au sein des hôpitaux. Et puis, une cinquième année qui, elle, pour le coup, est entièrement clinique. Donc là, la cinquième année, les étudiants sont dans les hôpitaux toute la semaine et ils participent à l'organisation des soins avec évidemment des temps pédagogiques qui sont organisés autour de ça. Donc, après avoir, par exemple, suivi une consultation, il peut s'organiser une discussion avec le clinicien senior pour analyser ce que l'étudiant a bien fait, moins bien fait, comment s'améliorer. Hein, et puis des rondes cliniques où tous les étudiants se retrouvent avec les enseignants pour discuter des cas qui sont vus pendant la semaine. Voilà, ça c'est la cinquième année. Alors, il y a de la clinique, puis il y a également, vous l'avez compris, hein, dans le cursus, des éléments qui font partie des autres facettes du métier, et notamment hein, hygiène, qualité des denrées alimentaires, et donc des formations qui peuvent se faire, par exemple, dans les abattoirs. Hein. On va vous emmener en visite d'abattoir avec des enseignants ou en stage dans ces abattoirs pour comprendre leur fonctionnement. Également, je vous ai parlé des hôpitaux qui se trouvent dans l'école. On va également beaucoup sortir de l'école et partir ensemble, visiter des élevages, visiter des industries agroalimentaires. Hein, donc, tout un tas d'activités pédagogiques qu'on va qualifier d'extramurales. On va sortir de l'école pour aller voir les choses sur le terrain. Et puis enfin, une fois qu'on a obtenu son DEFV, donc à la fin de cette cinquième année, là, on va passer dans une année qu'on qualifie d'année d'approfondissement, sixième année du cursus. Cette année d'approfondissement, elle permet là, pour le coup, de choisir une espèce de prédilection si on s'oriente vers des disciplines cliniques. Hein. Donc, on peut choisir une sixième année qui a une coloration plus tournée soit vers les animaux de compagnie, soit vers les animaux de production, soit vers les équidés, d'une part, ou alors on peut également partir vers des secteurs qui se rapprochent plus de la recherche ou de l'industrie ou de l'hygiène et de la qualité des denrées alimentaires. À la fin de la sixième année, il y a des périodes qui sont dédiées pour préparer une thèse d'exercice vétérinaire. Donc, on peut faire des activités de recherche, des synthèses bibliographiques qui permettent d'écrire, de rédiger une thèse d'exercice vétérinaire, puis de la soutenir devant un jury. Hein, c'est une fois qu'on a validé sa sixième année et qu'on a soutenu sa thèse d'exercice vétérinaire que l'on obtient le diplôme de docteur vétérinaire, qui permet donc d'exercer en France et en Europe. J'ai ensuite rajouté d'autres cases, hein, alors parce que là, on est vraiment diplômé vétérinaire en fin de sixième année, hein, mais on peut ensuite continuer à se former, à se spécialiser. De toute façon, le métier de vétérinaire veut que cette formation se fasse tout au long de la vie. Hein. On continue à se former tout au long de la vie quand on est vétérinaire. Aïe, 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 il y a mon chat qui vient faire des bêtises. C'est moi. Je reviens. C'est le problème de faire les vidéos depuis la maison. Ok, donc sixième année, et donc après la sixième année, donc des spécialisations avec des internats, des résidanats, hein, ou bien des spécialisations qui peuvent aussi aller vers la recherche. Alors, quelques mots sur l'organisation de la formation, avec nos objectifs, nos modalités pédagogiques, et puis éventuellement quelques mots sur les parcours qui peuvent se faire après l'école.
Évidemment, nos objectifs sont de former des vétérinaires. On a vu plusieurs voies de concours, on a vu un seul diplôme ouvrant à une profession qui est réglementée et qui présente de nombreux métiers. Alors, pour savoir nos objectifs, il faut d'abord savoir ce qu'est un vétérinaire. Hein. Avec, on l'a dit, des missions très variées. La première, on s'en doute tous, soigner et protéger les animaux, ça paraît une évidence. Mais c'est également, et j'ai commencé à l'aborder, hein, le fait d'être capable de garantir la santé publique en assurant la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et la maîtrise des zoonoses, hein, donc les maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Préserver l'environnement, ça fait partie des missions du vétérinaire. Et puis, développer la recherche et la formation. Hein, on a besoin de vétérinaires pour améliorer les connaissances. Accroître l'harmonie de l'interaction homme-animal dans la société, là encore, hein, c'est le rôle du vétérinaire, en comprenant mieux le comportement animal, avec des études qui peuvent être tout à fait scientifiques hein, sur le sujet. Hein, donc, l'éthologie, la compréhension du comportement animal, eh bien, améliorer, mieux comprendre les besoins de l'animal pour améliorer l'interaction entre l'homme et l'animal. Donc là aussi, ça fait partie de notre métier. Alors tout ça, une fois qu'on a évoqué ça, on comprend facilement qu'on ne va pas se limiter pour être capable de faire tout ça à des connaissances hein, ou à des savoirs. Il va falloir mettre en œuvre, bien sûr, des savoir-faire, des savoir-être qui sont essentiels pour la profession. Alors, ces compétences, on les appelle alors les Day One Skills parce qu'on se base sur des choses qui sont définies à l'échelle européenne. Hein, on réfléchit à tout ça tous ensemble, toutes les facultés vétérinaires ensemble. Hein, il y a une association alors A3EV, des établissements d'enseignement vétérinaire européens, hein, où toutes les écoles européennes, toutes les facultés européennes se réunissent pour définir ensemble les objectifs. Et donc, ceci nous a permis de définir un référentiel de compétences qui ensuite a été repris, évidemment, à l'échelle des écoles vétérinaires françaises. L'objectif, Day One Skills, qu'est-ce que ça signifie? Ça permet de définir ce que l'on souhaite que les étudiants soient capables de faire au premier jour, Day One, à leur sortie de l'école. Donc, toutes les choses qu'ils doivent avoir acquises pendant l'école, sachant que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ces connaissances, ces compétences, elles vont ensuite évoluer tout au long de la vie professionnelle, évidemment. Bon, alors je peux vous en citer quelques-unes, hein, là encore, pour bien comprendre ce que c'est que d'être vétérinaire et ce qu'on attend des études vétérinaires. Évidemment, dans les compétences qui vont être celles du vétérinaire, il y a des compétences qui sont parfaitement spécifiques, être capable de conseiller, de prévenir sur la santé, sur le bien-être des animaux, mais également sur des principes de biosécurité, comment éviter que des maladies ne se propagent. Dans les compétences spécifiques, il faut être capable d'établir un diagnostic. Ça paraît une évidence, hein, mais ça s'apprend. C'est évidemment des choses qui sont qui permettent d'acquérir une démarche particulière, hein, la démarche diagnostique. Et donc, ça fait bien sûr partie des objectifs parfaitement spécifiques. Soigner et traiter, on s'en doute, hein, être capable de mettre en œuvre des protocoles de soins, des traitements adaptés pour chacune des espèces. Et puis enfin, je le redis encore une fois, agir pour la santé publique. Parce que le vétérinaire, c'est la sentinelle, c'est le garant de la santé animale, mais aussi de la sécurité des aliments. Donc, de faire en sorte que les animaux qui vont être transformés en denrées alimentaires, puis ces denrées alimentaires elles-mêmes soient parfaitement saines pour la consommation humaine. Avec un principe qui est très mis en avant en ce moment, qui est le principe une seule santé, One Health en anglais, hein, une seule santé, parce qu'on comprend assez aisément que santé animale, santé humaine, santé environnementale, cet ensemble-là est complètement lié et intégré, et il faut de façon extrêmement importante lier l'ensemble de cette analyse pour avoir une vision globale sur les problématiques de santé. Bon, mais vétérinaire, c'est pas que ces choses ce ne sont pas que ces choses qui sont focalisées sur le métier de vétérinaire. Il y a des compétences qui sont des compétences transversales qui sont tout aussi importantes que les compétences que je viens de citer. Et c'est notamment pour un vétérinaire être capable de travailler en entreprise, parce qu'un vétérinaire libéral qui est dans un cabinet vétérinaire, il doit être capable de s'occuper d'aspects
économique, administratif, réglementaire, de ressources humaines, capable d'embaucher des infirmiers vétérinaires qu'on appelle les ASV, de travailler avec eux, de les encadrer, etc. Donc, il y a un grand nombre de compétences qu'il faut acquérir sur les bancs de l'école vétérinaire pour être capable d'être efficace dans le travail d'entreprise, qu'on soit le patron ou qu'on soit le salarié de cette entreprise. Communiquer, évidemment, c'est fondamental pour un vétérinaire d'être capable de communiquer correctement avec les propriétaires. Hein, voilà, le soin de l'animal ne suffit pas. Il faut également être capable de l'expliquer, hein, de se faire comprendre pour que le traitement soit correctement appliqué et évidemment pour que le client soit satisfait du travail réalisé. Et pas qu'avec les propriétaires. La communication, c'est aussi avec les gens avec qui on travaille, les professionnels, le grand public, évidemment. Agir en scientifique, parce que toutes les études vétérinaires sont basées sur des faits scientifiques démontrés. Donc, mettre en œuvre une médecine basée sur une analyse critique de choses qui sont établies scientifiquement, et participer éventuellement également à produire ces données scientifiques. Et puis enfin, agir de manière responsable. C'est une profession réglementée, la profession vétérinaire. Il y a des vraies responsabilités sanitaires. On l'a vu avec l'hygiène et la qualité des denrées alimentaires. Et puis également dans la responsabilité du fait que les troupeaux, notamment, ne soient pas porteurs de maladies qui pourraient être soit diffusées d'un troupeau à un autre et donc provoquer des épizooties, donc des maladies animales qui se transmettent, ou évidemment des zoonoses, donc des maladies de l'animal qui pourraient se transmettre à l'homme, et le vétérinaire est bien sûr responsable d'éviter ce type de propagation de maladies. Donc, responsabilité sanitaire, éthique évidemment, et sociétale autour de la relation entre l'homme et l'animal. Bon, alors dans ce dispositif-là, évidemment, les équipes pédagogiques vont essayer de dispenser un enseignement qui est vraiment le plus possible pratique, clinique, et puis de fournir ce contenu pédagogique pour permettre à nos étudiants d'acquérir tout ça. Nos étudiants, on leur demande d'être très proactifs, on les met en avant sur leur formation. C'est à eux de s'engager dans la démarche de formation, et ce qui demande évidemment une grande autonomie. On va essayer, nous, de décloisonner les disciplines, d'avoir des choses qui soient pour éviter que chaque discipline soit un enseignement très spécifique sans une intégration globale. On va faire ce décloisonnement et en faisant ce décloisonnement, on cherche vraiment à travailler justement les compétences qu'on a évoquées à l'instant. Avec des pédagogies de contrat, on a des objectifs d'apprentissage qu'on donne à nos étudiants qui leur permettent de les guider, sur ce qu'ils doivent retenir en priorité, comprendre en priorité. Et puis, une diversification des ressources. On va beaucoup travailler sur le numérique avec des plateformes dédiées qui nous permettent de mettre à disposition tout un tas de contenus qui permettent justement le travail en autonomie. Alors, on a également des systèmes de tutorat. Chaque étudiant a un enseignant-tuteur qui l'accompagne pour la construction de son projet professionnel. Donc, le tuteur et le tutoré vont se voir régulièrement pour discuter de ce projet. Et puis, par ailleurs, discuter ensemble de projets personnels, donc de la mise en place de stages, de formations complémentaires, d'actions d'engagement citoyen, culturel, sportif, etc., qui permettent aux étudiants d'acquérir un certain nombre de crédits ECTS, donc les crédits ECTS qui sont ce qui permet de valider les années universitaires. Donc, l'organisation de ce projet personnel, 20 crédits, c'est un nombre assez important, puisque un semestre d'enseignement, c'est 20 crédits. Donc là, il faut obtenir 20 crédits au cours des 5 années du tronc commun. Et donc, ça demande un gros investissement. Mobilité internationale. Il y a une conférence dédiée là-dessus. Je ne vais pas m'étendre, mais cette mobilité internationale, elle est obligatoire par au moins 4 semaines de stage à l'étranger et éventuellement, pour un certain nombre de nos étudiants, des périodes d'études à l'étranger de type Erasmus, et donc où les étudiants vont aller faire
une partie de leur cursus, généralement un semestre, donc la moitié d'une année, à l'étranger, dans une de nos facultés partenaires. Et nous en avons un grand nombre, à la fois en Europe, mais également en dehors de l'Europe, et notamment Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc. Alors, des enseignements qui vont être, je vous l'ai dit, le plus actif possible, théorie, donc travaux pratiques, travaux dirigés, mais surtout, spécificité d'une école vétérinaire ou d'une école en tout cas médicale, des enseignements qui vont être cliniques, avec des mises en situation. Alors, avant que ces mises en situation soient faites sur les animaux vivants, on essaye de mettre en œuvre des choses pour se préparer. Ces préparations, elles peuvent se faire par des simulations, et notamment par une plateforme d'apprentissage, que l'on appelle à l'école d'Alfort VetSims, pour vet pour vétérinaire bien sûr, et Sims pour simulation, avec des mannequins, des modèles inertes. Alors vous voyez ici une vache qui est une vache en plastique, qui est dans cette salle de simulation. Et puis on peut mettre à l'intérieur de cette vache, ici on soulève le dos de la vache, un espèce de capot ici, on met un veau à l'intérieur. Et ceci permet de simuler complètement le vélage avec un veau grandeur nature, poids réel, avec des articulations simulées, et qui permettent à nos étudiants de s'entraîner à faire ces vélages, évidemment, avant de le faire sur un animal vivant. Ce n'est qu'un exemple ici. On applique ces simulations sur tout un ensemble de gestes, dans toutes les espèces, chez le cheval, chez les carnivores, évidemment. Vous voyez ici une étudiante qui suit un guide pour apprendre à faire des premiers gestes de type injection, et ici en l'occurrence sur une peluche avant de le faire sur un animal vivant. Même chose pour la communication, parce que la communication, ce n'est pas forcément inné. Donc, on a tout un tas d'exercices qui permettent de mettre en situation nos étudiants, en face, en l'occurrence ici, non pas d'un client, mais d'un acteur. Et puis là, c'est une peluche. Et puis derrière la vitre, ici, c'est une vitre sans teint. Il y a un groupe d'étudiants qui regardent, qui observent ce qui se passe. Et donc, on va créer des scénarios de certains types de situations qui peuvent être compliquées à appréhender lorsqu'on n'y est pas préparé. Et donc, ces exercices-là permettent à nos étudiants d'acquérir des notions plus précises en communication dans des cas concrets qui peuvent se présenter en situation clinique. Bon, et puis ensuite, après s'être préparé, évidemment, notre pédagogie, elle est basée sur des mises en situation réelles. Donc, dans nos hôpitaux, en formation extramurale, voilà, des étudiants qui sont emmenés dans un élevage et qui vont faire des palpations transrectales. Donc, on part en voiture à l'extérieur de l'école pour aller faire ces formations, et en milieu professionnel lors de stages. Dans le cursus, grand nombre de semaines pendant lesquelles nos étudiants sont avec des vétérinaires sur le terrain. Quelques mots sur les centres hospitaliers universitaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec le centre hospitalier pour les animaux de compagnie. Vous voyez ici une salle de consultation où les clients attendent ici. Les étudiants vont d'abord prendre et faire la consultation avec le propriétaire, et puis ensuite ils vont passer dans les locaux ici en arrière et se retrouver dans un petit amphithéâtre où un clinicien senior va écouter ce que l'étudiant a vu et a constaté pendant sa consultation, de manière à évidemment corriger et l'aider à progresser pour donner finalement le diagnostic final et le traitement souhaité. Même chose dans toutes les espèces. Vous retrouvez le bâtiment NOCAR là, avec les bâtiments de soins aux animaux de production. Et enfin, même principe sur les équidés. Donc ici, des photos du site du CIRAL, dont je vous parlais, des équipements très poussés en imagerie, radio, échographie, IRM, scanner. Alors, on ne va pas faire tout ça d'emblée dès le début du cursus, mais évidemment, quand on va rentrer dans des spécialisations dans ces thématiques particulières, on va ensuite pouvoir approfondir les connaissances sur ces méthodes d'imagerie très spécialisées. Bon, voilà, ça aussi, CIRAL également, juste petite démonstration des équipements. Vous voyez, on dispose également d'une piscine dans laquelle on peut faire de la réhabilitation sportive pour les chevaux, et un site qui est en perpétuel mouvement et augmentation de ses capacités de diagnostic et de traitement.
CHUV, faune sauvage également. Donc, on reçoit des animaux de la région parisienne qui pourraient être traités dans nos locaux. Hein, et les étudiants peuvent avoir accès à ces rotations dès le début du cursus, notamment par le biais des projets personnels où ils peuvent être intégrés assez rapidement à ces soins aux animaux de la faune sauvage. Plus de 5000 animaux environ vus par an dans l'école, donc c'est quand même voilà, un grand nombre de cas. Des stages, je vous en ai parlé, je l'ai évoqué, hein, qui vont d'abord se faire tout début du cursus en exploitation laitière. Donc avant même d'aller voir un vétérinaire, on va emmener nos étudiants voir des vaches à la campagne avec des éleveurs pour voir un petit peu ce qu'est le métier d'éleveur. Hein, ensuite, des stages en abattoir. Je vous ai dit l'importance hein, de comprendre le fonctionnement des abattoirs pour être le garant du bon fonctionnement, à la fois en termes de santé des denrées alimentaires, mais également en termes de bien-être animal. Le vétérinaire dans l'abattoir, il a aussi ce rôle fondamental. Hein, vous comprenez l'enjeu sociétal autour de ça. Et puis également en clinique, en rural, et puis en assise dans chacune des dominantes, soit les animaux de compagnie, soit les équidés, soit les animaux de production. Et on va essayer comme ça de construire un continuum pédagogique où on va démarrer par des choses simples et puis petit à petit aller vers les raisonnements cliniques et l'approfondissement dans une dominante clinique. Alors, justement, donc, dans ces parcours d'approfondissement, je l'ai évoqué un tout petit peu au début, on a des voies cliniques, animaux de compagnie, équidés, animaux de production. Donc ça, c'est la 6e année où on peut choisir l'une de ces 3 dominantes. On peut également choisir la voie de la recherche, qui concerne un petit peu moins d'étudiants, mais il y a néanmoins voilà, certains de nos étudiants qui partent en master, puis en thèse universitaire, hein, à la fin des études, pour vraiment rentrer dans ce cursus de recherche, soit dans les unités de l'ENVA, mais ça peut évidemment également être dans d'autres unités de recherche. La voie de l'industrie, le vétérinaire, on peut travailler avec notamment en A6, très souvent des doubles cursus avec des écoles de commerce, l'ESSEC, HEC, et certains de nos étudiants s'engagent dans ce type de métier. Et puis enfin, la voie de la santé publique vétérinaire, hein, qui se fait par l'intégration de l'École nationale des services vétérinaires en 6e année. Et cette École nationale des services vétérinaires, elle est située sur le site de l'École de Lyon. Et ce diplôme permet d'obtenir, ce cursus permet d'aller vers un diplôme d'inspecteur, d'aller vers les métiers d'inspecteur de la santé publique vétérinaire. Bon, évidemment, tout ça, on va essayer de faire en sorte de l'améliorer. Donc, on a des évaluations systématiques de nos enseignements et puis surtout, on a une école qui est accréditée hein, par notamment nos collègues européens, donc l'Association européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, établissement d'enseignement vétérinaire, A3EV, qui permet absolument fondamental de vérifier, hein, d'accréditer pour voilà, considérer que toutes les écoles qui ont atteint ce niveau d'accréditation A3EV ont fait la preuve qu'elles délivraient sur le marché des étudiants qui ont acquis les compétences au premier jour que l'on a évoquées. Donc, cet organisme, voilà, si jamais vous regardez, et c'est tout à fait possible, hein, des écoles nationales, des écoles vétérinaires dans d'autres facultés européennes, le conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier que ces écoles, si vous souhaitez aller à l'étranger pour faire vos études, elles soient bien accréditées par cet organisme qui permet vraiment de vérifier la qualité de l'enseignement. On peut, à la fin de la A6, continuer un petit peu sa route hein, dans une école, même si à la fin de la A6, on peut évidemment aller travailler d'emblée. Hein. On peut rester dans les écoles vétérinaires pour faire un internat, qui est une année de formation complémentaire. Pareil, en choisissant une espèce de prédilection, hein, donc animaux de compagnie, équidés, animaux de production. Peut-être à terme, c'est en projet également un internat sur les nouveaux animaux de compagnie, hein, donc, voilà, qui pourrait se voir le jour dans les années qui viennent, ceci permettant d'obtenir un diplôme national d'interne des écoles vétérinaires françaises. On peut ensuite continuer par des résidanats. Donc là, on va encore un peu plus loin dans la spécialisation. Une fois qu'on a choisi une espèce, on peut, au sein de cette espèce, se spécialiser dans une discipline. Donc, par exemple, la neurologie, par exemple, la chirurgie, l'ophtalmologie, etc. Donc là, c'est
une poursuite des études voilà, de 3 ans supplémentaires qui généralement sont préparés en même temps que ce qui est qualifié de board européen, c'est-à-dire un collège européen. Donc voilà, des collèges, donc des spécialistes qui se regroupent entre eux pour créer des examens qui permettent d'obtenir le titre de spécialiste hein, dans un domaine particulier. Et puis évidemment, comme je vous le disais, des formations continues, hein, donc des diplômes qui sont organisés au sein des écoles ou dans d'autres organismes de formation hein, et des formations post-universitaires qui ont lieu pour les vétérinaires, qui sont organisées pour les vétérinaires après leur sortie des écoles pour qu'ils continuent à se former tout au long de leur vie parce qu'évidemment, hein, les méthodes évoluent et il faut continuer à se tenir informé et à apprendre. Bon, je vais conclure parce que je crois que j'ai déjà été un petit peu long. Là, je suis déjà à quasiment 1 heure de conférence. Vous avez compris, une école qui est ancrée dans un héritage historique riche hein, et qui fait d'ailleurs la fierté de notre école. Hein. Mais en même temps, en constant renouvellement, en progression, permanence avec des nouveaux bâtiments qui apparaissent très régulièrement pour se maintenir à niveau et puis évidemment des centres hospitaliers qui nécessitent en permanence des travaux, des réhabilitations pour rester toujours au top niveau. Hein. On va voir assez rapidement apparaître, objectif 2024, un nouvel hôpital qui va être situé, vous voyez la première pierre qui a été posée là, cette année, il y a quelques mois, sur le site du CIRAL en Normandie, un hôpital dédié aux chevaux, hein, médecine et chirurgie. La médecine et la chirurgie des chevaux, pour l'instant, elle se fait sur le site de Maison Alfort. Et on va regrouper l'ensemble des activités liées au cheval, donc médecine, chirurgie et problématiques de l'appareil locomoteur, sur notre site normand, avec un campus qui va être tout à fait exceptionnel sur ce site. Donc, une formation que l'on cherche à être évidemment complète et polyvalente, vous l'avez compris, hein, formation à toutes les espèces, avec un continuum pédagogique, une progression au cours des études, des cliniques et des équipements qu'on cherche à garder évidemment à la pointe, des parcours personnalisés avec des choix de dominantes en fin de cursus, etc. Et puis un accompagnement individualisé, notamment par le biais du tutorat et des projets personnels. Donc, tout ceci évidemment pour former de très bons vétérinaires et en harmonie néanmoins. Hein, je vous ai parlé beaucoup de pédagogie, mais également une vie associative, une vie estudiantine qui est toujours extrêmement festive et donc en lien, en harmonie avec cette vie étudiante très active. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Vous avez, je crois, des réunions qui sont organisées avec les étudiants et ça sera évidemment l'occasion d'en discuter avec eux. Je vous remercie pour votre attention et puis écoutez, je vous propose qu'on démarre des séances de questions-réponses si vous le souhaitez. Catherine nous rejoint. Oui, peut-être qu'il y a certaines questions qu'on peut mettre en avant dès maintenant. Voilà, déjà, je voudrais remercier nos étudiantes hein, parce qu'elles ont répondu à beaucoup de choses dans le chat et j'ai essayé de valider. Je voudrais juste, et puis après, je vais les laisser, puisque c'est leur rôle, je vais les laisser nous synthétiser les questions. Je voudrais juste insister sur quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans le chat et nos étudiantes n'étaient pas forcément au courant. Dorénavant, quand on tente le concours post-bac, qu'on est admissible mais non admis, cela ne compte pas pour une fois, cela ne compte pas pour un essai. Si vous êtes admissible mais non admis au concours post-bac, il vous reste toujours 2 possibilités de présenter le concours vétérinaire. Donc ça, j'insiste parce que c'est revenu plusieurs fois et que certaines réponses auraient pu prêter à confusion. Par contre, Henri, je n'ai pas su répondre pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Ça, c'est depuis cette année, mais les gens qui ont été admissibles et non admis aux 2 sessions précédentes du concours post-bac, je pense que c'est applicable aussi. Alors, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas la réponse non plus. Je ne sais pas si cette décision-là est rétrospective. Voilà, vous savez, l'administration, malheureusement, évidemment, de tout cœur, on le souhaiterait, la question ne se pose même pas, mais malheureusement, parfois, il y a des règles administratives et réglementaires qui nous dépassent.
en particulier sur la rétroactivité des décisions, mais je pense qu'on va se Non, renseigner. en tout cas, c'est une excellente question et qu'on Ouais. va rapidement poser pour avoir des éclairages dessus, parce que Voilà. la Par question se contre, pose évidemment pour ceux du concours. Alors, juste l'année, oui, cette année 2022, le concours voilà. 2022. Néanmoins, je pense que sans doute nos collègues qui sont en train de faire ou qui font la présentation plus spécifique sur cette voie-là ont sans doute la réponse, donc vous la trouverez peut-être ailleurs qu'ici. Henri, je propose que nos étudiantes peut-être. Oui, alors oui, évidemment, je confirme ce que tu as dit, Catherine. Donc, ce qui veut dire quand même que pour tous ceux qui sont maintenant en ce moment au lycée, chronologiquement, il n'y a plus aucune raison de ne pas tenter le concours post-bac, puisque évidemment, tous, ça ne se fait au détriment de rien d'autre. Voilà. Donc les questions, alors qui est avec nous aujourd'hui, qui sont les étudiants qui nous accompagnent? Alors, du coup, il y a moi, Nina. Oui, Nina, bonjour, merci. Au niveau questions encore par rapport au forum, des petits problèmes comme ça, donc je vais commencer. Du coup, bonjour à tout le monde, je fais partie des modérateurs. On va essayer de répondre à un maximum de questions, mais surtout des questions auxquelles vous n'ayez pas les réponses avec le site. On va faire le maximum, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Première question, est-il possible de travailler à la fois en clinique et en recherche, ou à la fois en industrie et clinique, ou d'autres voies différentes entre elles? Alors, oui, merci pour la question, Nina, et merci pour cette question à ceux qui l'ont posée. Oui, enfin, le métier de vétérinaire, il permet une assez grande souplesse, hein. Alors, bon, dans une activité qui est une activité de type libéral, ou en tant que, alors, on peut qualifier de collaborateur libéral, on peut avoir des organisations de semaines dans lesquelles un vétérinaire va venir travailler dans une clinique un seul jour, par exemple, par semaine. Il est collaborateur libéral. Donc, quand il rentre dans cette clinique, le jour dédié où il est dans la clinique, il va toucher des honoraires sur le travail qu'il a réalisé. Donc, ce qui veut dire qu'il peut éventuellement organiser son emploi du temps avec d'autres activités que l'activité clinique, s'il le souhaite. Donc, oui, c'est possible. Alors, c'est pas forcément néanmoins le plus fréquent. Bon, vous verrez que souvent, quand on commence à s'orienter vers d'autres types de carrières dans vétérinaire, industrie ou recherche, bon, on peut avoir assez vite envie de s'y mettre à plein temps. Et finalement, le choix de refaire de la clinique ou de mixer avec de la clinique n'est pas forcément le plus fréquent. Ok, on avait une autre question assez spécifique, mais qui peut être intéressante pour tous ceux qui sont un peu intéressés par la faune sauvage, je pense. Est-ce qu'il existe une spécialisation pour les mammifères marins? Alors, spécialisation à proprement parler, non, mais maintenant, donc, globalement sur la faune sauvage, hein, alors sur la faune sauvage, notre diplôme prépare à toutes les espèces, vous l'avez compris. Sur la faune sauvage, on va avoir des enseignements qui sont plus spécifiquement sur ce qu'on qualifie de nouveaux animaux de compagnie, donc plutôt des animaux qui sont en dehors des carnivores domestiques, vus dans les cliniques vétérinaires. Donc, il peut s'agir de petits rongeurs, de lagomorphes, donc de lapins, de reptiles. Voilà, donc tout ça, nouveaux animaux de compagnie. Il y a vraiment donc des soins qui sont organisés dans nos hôpitaux et auxquels on forme nos étudiants. Ensuite, la faune sauvage qui est la faune sauvage qu'on peut imaginer être celle du zoo, par exemple, hein, ou des mammifères marins comme évoqué. Là, ça devient plus spécifique. Et généralement, ces formations-là se font en lien avec des structures qui hébergent ce type d'animaux, hein, et notamment dans les zoos, hein. Donc, en fait, la formation, elle se fait avec les vétérinaires des zoos et ça se passe après les années d'études, hein. Alors, on peut commencer à éventuellement aller voir des choses comme ça en stage pendant les études, mais après, la formation à proprement parler, elle se fait à l'issue du diplôme de docteur vétérinaire. Et on va trouver donc des collèges européens, des boards,
hein, qui permettent de se spécialiser, si on le souhaite, dans ce type d'espèce. Voilà. Alors maintenant, il faut quand même être clair sur cet aspect-là. Il y a énormément d'étudiants qui rentrent dans l'école en idéalisant cette partie du métier de vétérinaire, alors, mais parce que on le voit bien en ce moment, hein, il y a un grand nombre d'émissions de télévision, etc., autour des vétérinaires de zoo. Il faut quand même garder à l'esprit que cette partie du métier est restreinte à un nombre très limité de vétérinaires parce que ben, ce n'est évidemment pas la grande majorité et le nombre de zoos est trop petit pour donner un accès à tous ceux qui souhaiteraient aller soigner ces animaux. On s'aperçoit, nous, au cours du cursus, que d'une proportion de, allez, au moins 40% d'étudiants qui souhaiteraient faire de la faune sauvage quand ils arrivent dans l'école vétérinaire, ben, il en reste à peine 5% qui continuent à être intéressés par ces problématiques-là en fin de cursus. Hein. Donc, il y a une vraie évolution bon, qui d'abord se colle à la réalité de la demande, hein, du besoin sur le terrain, et puis par ailleurs parce que bah, y a d'autres choses extrêmement intéressantes qui ne sont pas forcément que la faune sauvage. Ok, une autre question maintenant qui est pas mal en lien avec l'international. Est-ce qu'il est possible de faire vétérinaire en dehors de l'Europe ou en dehors de l'UE? Alors oui, il est possible d'exercer en tant que vétérinaire en dehors de l'UE, mais un certain nombre de pays demandent à ce qu'il y ait une certification. Hein. Par exemple, dans les pays Amérique du Nord, un examen qui s'appelle le NAVL, qui en fait voilà, est un examen qui permet de certifier que le vétérinaire qui s'installe dans ces pays, dans ce pays a atteint le niveau souhaité par les exigences nationales. Tout comme à l'inverse, en Europe, si des vétérinaires ont été formés à l'extérieur de l'Europe, ils doivent, en arrivant en Europe ou en France, hein, passer un examen qui permet de certifier qu'ils ont bien atteint le niveau souhaité. Donc c'est évidemment réciproque. Ok, une autre question qui peut être intéressante. L'admission prend-elle en compte des activités extérieures et expériences, bénévolat, etc.? Alors, ça dépend un petit peu de quelle admission, parce que ça dépend de la voie de concours. Sur la voie de concours post-bac, oui. Hein, on a donc parmi les entretiens qui sont organisés avec les candidats, on va parler de la motivation, de la compréhension des enjeux du métier. Donc, le fait d'avoir fait des stages, avoir été vu des vétos et puis par ailleurs avoir démontré un certain nombre de qualités qui peuvent être des qualités humaines, hein, l'empathie, voilà, effectivement, le bénévolat, tout ça peut effectivement être des facteurs qui sont pris en compte, hein, pour juger globalement les compétences et les qualités humaines du candidat. Ouais. Alors, c'est vrai pour le concours post-bac, ça l'est moins pour le concours A, par exemple, où là, les épreuves sont quasi exclusivement des épreuves de type académique. Ok, maintenant, on a une question qui est plus spécifique un peu du concours post-bac, je pense. Tenez-vous compte de la dureté du lycée dans vos sélections? Oui, on tient compte de la dureté du lycée parce qu'en fait, on ne va pas que se baser sur des notes en valeur absolue. On va comparer les notes du candidat à la moyenne de la classe. Donc, voilà, en fait, on va aussi s'intéresser au classement de l'étudiant par rapport à sa classe en général. Donc, autrement dit, un lycée dans lequel tous les étudiants ont 18 de moyenne, bah, en fait, il va être clairement dévalorisé pour nous par rapport à un lycée où les étudiants ont en moyenne 12 et notre candidat a lui 18. Parce que ça a plus de poids pour nous que tout le monde a 18. Voilà. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans les notes, alors ça n'a pas été le cas des éditions précédentes, malheureusement à cause du Covid, hein, mais dans les notes que l'on prend en compte, on va prendre en compte maintenant les notes
du bac, les notes de spécialité du bac. Et donc là, pour le coup, on a des notes au bac qui sont théoriquement un reflet du candidat sans prise en compte du lycée, puisque les examinateurs sont indépendants du lycée. Donc, note du bac en spécialité, note du bac en français également, qui compte pour nous dans nos choix. Concernant les terminales, on avait aussi beaucoup de questions sur quelle spécialité apprendre. Et Ouais. j'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui, les spécialités, c'est déjà Et une bonne question. vous avez très bien fait, l'une d'entre vous a remis dans le chat le lien vers le site du concours post-bac, où il y a des explications très claires et des conseils très clairs à propos de ces spécialités. C'est là-dessus qu'il faut renvoyer les gens. Oui, effectivement, c'est là où toutes les infos sont vraiment clairement exposées. Et pour résumer, on conseille donc pendant l'année de première de garder biologie, physique, chimie et puis et mathématiques. Et en terminale, nous, ce qu'on conseille, c'est garder biologie, physique, chimie et de prendre mathématiques complémentaires de manière à garder quand même néanmoins un contact avec les mathématiques. Mais une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas le seul choix possible. Nous, n'importe quelle spécialité va être prise en compte. Il n'y a pas d'élimination des spécialités qui ne correspondraient pas à ce choix, le choix que je viens de vous exposer. Par contre, on va donner des coefficients un peu plus importants aux spécialités qui nous paraissent essentielles. Donc, évidemment, les 3 spécialités qui nous paraissent essentielles, c'est biologie, physique, chimie et mathématiques. Donc ça, c'est équivalent. Donc, à partir du moment où vous avez parmi vos choix de spécialité deux de ces spécialités, les coefficients qu'on va utiliser sont au maximum. Mais une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'un étudiant qui aurait choisi des spécialités complètement différentes des 3 que je viens d'évoquer pourrait quand même être admis s'il a d'excellentes notes à ces spécialités. Ok. On a un autre participant qui pose une question intéressante. Je pense que c'est peut-être l'occasion de parler du classement de Shanghai, ce genre de choses. Y a-t-il une hiérarchie des diplômes d'un pays européen à un autre? Une hiérarchie, non, enfin, en tout cas, absolument pas officiellement. Le diplôme est le même. Donc, à partir de là, pareil, voilà, donc c'est le même diplôme. Il y a éventuellement donc, des facultés qui peuvent être plus ou moins classées. Tu nous parlais, c'est Blanche ou Nina, je ne sais plus, de Shanghai. Shanghai, c'est un classement des universités qui se base quand même essentiellement sur la recherche. Donc, ça a relativement peu c'est une valeur prédictive sur ce que vaut l'enseignement qui est assez faible. Donc, voilà, il faut se méfier un peu de ces classements qui sont qui sont basés sur ces valeurs, sur ces données de recherche. Voilà, après, ce qui compte, c'est, je le redis, c'est avoir une université qui est accréditée à 3EV. Ça a une vraie valeur pour justifier que le diplôme est de bonne qualité. Et puis à partir de là, non, il y a des spécificités peut-être de certains types de spécialités qui peuvent être plus ou moins enseignées, enfin qui peuvent être plus ou moins développées dans différentes facultés. Si on sait d'emblée en rentrant dans une école qu'on a envie d'aller se spécialiser dans tel ou tel domaine, ça peut être intéressant de regarder si ce domaine-là est bien présent dans l'école en question. Mais à part ça, non, je crois, vraiment, il n'y a pas de classement. Ok. Ensuite, un sujet qui est pas mal évoqué depuis 1-2 ans. Avez-vous plus d'informations concernant la réforme du DUT en BUT et les modifications concernant le concours C? Alors, on a des informations qui nous arrivent un petit peu plus tardivement parce que là, les discussions, elles sont en cours actuellement. Elles sont en cours actuellement. Donc, c'est dans les mains du ministère à l'heure actuelle et
ça serait contre-productif là, de vous donner des informations qui ne sont pas encore complètement validées, voire même un peu anxiogènes. Donc, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je peux néanmoins repréciser les grands objectifs de cette réforme, hein, pour lesquels, évidemment, on est tenu informé et on peut même participer et donner notre avis, évidemment, sur ce qui est envisagé. L'objectif est globalement de faire en sorte que les étudiants qui sont passés par une voie du BUT et un concours qui leur soit un peu plus spécifique et qui finalement se rapproche un peu plus du concours par la voie de la licence et qui permettent d'arriver directement en école vétérinaire sans passer par une classe ATS. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça permet de gagner du temps. Dans les réformes qu'on est en train de mettre en œuvre, hein, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que la durée globale du cursus vétérinaire ne soit pas trop longue, parce que on a certaines voies où les étudiants peuvent passer 2, 3, des fois 4 ans avant de commencer à proprement parler des études vétérinaires. Ce qui veut dire que si on rajoute 5 ans derrière, on va arriver à des études vétérinaires de 8, 9 ans. C'est beaucoup trop long par rapport à la moyenne européenne qui, elle, est de 6 ans. Donc, on essaye de faire en sorte que les années qui préparent à l'entrée aux écoles véto soient vraiment focalisées sur ce qui nous intéresse, nous, de manière à ce que la durée soit la plus courte possible, qu'on arrive rapidement au diplôme. Et donc voilà, c'est aussi le cas pour les BUT pour éviter cette année préparatoire supplémentaire. Et quant au BTS, BTS-A, l'objectif est de passer le concours à la fin du BTS et ensuite d'avoir une année qui soit une année plus proche de l'année qu'on a organisée, nous, dans les écoles nationales vétérinaires, qu'on a appelée première année commune. Donc, on va inverser un petit peu le système en ayant un concours qui se passe avant l'ex-classe prépa, et la classe prépa qu'on appelait ATS Bio devient juste une classe de mise à niveau pour pouvoir ensuite rentrer dans les écoles vétérinaires en ayant un niveau voilà, qui correspond aux autres voies d'accès. Ça, c'est la philosophie globale. Puis après, dans les détails techniques, on n'est pas assez avancé là pour répondre à des questions précises à ce jour et on laissera le ministère communiquer dessus dès qu'ils seront prêts pour cela. Merci. Ensuite, on a une question qui est: quel est le taux de réussite et de passage à l'année suivante? Y a-t-il une année particulièrement difficile par rapport aux autres? Moi, je ne sais pas, c'est toi qui vas répondre, là, Nina. Non, mais alors, globalement, mais vas-y, Mais je oui, je te pense laisse la qu'on est parole. sur un très bon taux de réussite quand même. Enfin, le plus difficile, c'est entrer en école finalement. Après, il faut garder à l'esprit que pour avoir toutes les compétences pour faire vétérinaire, peu importe si on veut faire de la bovine, de la canine, de la recherche, finalement, il faut beaucoup de travail derrière, il faut amasser des connaissances, mais aussi une méthodologie. Et la plupart des gens passent en année supérieure sans de problème particulier. Après, il faut toujours travailler assez régulièrement et plus on monte dans les années, plus il y a de travail demandé finalement. Mais plus on monte dans les années, plus c'est intéressant aussi de tout ce que je sais des autres promotions. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Nina. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a très peu d'échecs. Il y a quelques redoublements, mais c'est relativement peu. Il y a par contre un peu plus de rattrapage, c'est-à-dire d'étudiants qui peuvent être amenés à repasser leurs examens une deuxième fois pour bien valider l'ensemble des choses. Mais il y a extrêmement peu d'étudiants qui quittent le cursus en cours de route. Ça se compte sur les doigts de la main depuis une dizaine d'années. Voilà. Et je tiens à préciser que pour ma part, par exemple, j'ai eu plusieurs rattrapages de l'an dernier, puisque on peut avoir du mal à gérer la première année, comme on en a eu un peu marre de travailler entre guillemets après le concours, ou si on a aussi des problèmes personnels pour l'année, ce genre de choses, mais ça se fait très bien. Et puis, il faut garder à l'esprit que là, on n'est pas sur un objectif concours, on est sur l'objectif de connaître la physiologie de l'animal sain, avoir la bonne méthodologie pour effectuer un diagnostic plus tard. Et donc, finalement, la plupart du temps, ça se passe très, très bien. Ensuite, on a une question qui est: quels sont les domaines de spécialisation des différentes écoles?
Ouais, c'est très équivalent. C'est très équivalent. Bon, là, je vais parler pour l'école d'Alfort, hein. Et évidemment, vous avez vu qu'on a un hôpital animaux de compagnie, bon, qui est l'un des plus gros en Europe, hein. Donc, on a énormément de cas vus. Donc, on a ensuite des spécialisations dans des domaines particuliers chez les animaux de compagnie qui peuvent être, voilà, qui sont assez développés, hein. Première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne les équidés, vous avez vu les locaux dont on dispose là pour faire du diagnostic et du traitement sur des problèmes locomoteurs chez le cheval. Et là aussi, c'est vraiment une grosse force de l'école d'Alfort, hein. Mais je le redis, tous les autres domaines sont aussi intégrés, hein. Voilà, donc, en fait, c'est très équivalent dans les 4 écoles vétérinaires françaises. Et par ailleurs, dès la 6e année, les étudiants ont la possibilité d'aller faire leur 6e année dans une des 3 autres écoles françaises. Donc, si au cours du cursus, vous décidiez vous aviez envie, ou vous aviez entendu qu'il y avait quelque chose qui vous intéressait dans une des autres écoles, vous avez la possibilité d'aller faire votre 6e année dans l'une des 3 autres écoles. Donc ça, c'est vrai pour la 6, c'est d'autant plus vrai pour les internats ou pour les résidanats, où évidemment, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme de l'école d'Alfort que vous n'avez pas le droit d'aller faire un résidanat à Toulouse ou à Lyon. Donc, la mobilité entre les écoles est extrêmement facile. Ok. Je regarde s'il y a une question. Un étudiant qui fait ses études dans une école européenne hors France peut-il faire dans le cours de son cursus une année à l'ENVA? Alors, très bonne question. Alors, ça, c'est le dispositif qui fait ça. Donc, les périodes d'études, hein, donc un semestre complet, c'est le dispositif Erasmus, qui est financé par l'État, hein, et par les collectivités. Donc, la réponse est non, pour un principe qui est assez simple, qui est que l'esprit d'Erasmus, c'est de faire en sorte que des étudiants français aillent voir comment s'organise l'enseignement et puis surtout la vie culturelle dans un autre pays européen. Donc, évidemment, ça a peu de sens de dire qu'un étudiant français qui fait ses études à l'étranger va revenir en France par un Erasmus pour découvrir la culture française. Il est déjà français. Donc là, on est dans ce système-là. Et évidemment, ça serait complètement à côté de l'objectif de ce qu'est un Erasmus. Donc non, il n'est pas autorisé de faire un Erasmus quand on est français, inscrit dans une école vétérinaire européenne en dehors de la France, de revenir en France faire un semestre en France. Ok. Ensuite, on a une question sur un cas particulier, si je puis dire, qui peut intéresser tous les gens qui voudraient se réorienter. Bonjour, je suis en première année d'école d'ingénieur après 2 ans de MP et je suis décidée à recommencer pour venir en école veto. Auriez-vous des conseils, des pistes, des voies à privilégier? Alors, la voie qui permet ce type de reconversion, c'est celle du concours D, qui en fait donc permet de revenir vers l'école vétérinaire après un niveau master. Néanmoins, il faut quand même une coloration de la formation qui soit biologique, hein. Donc pour ce concours D, j'ai plus exactement en tête là, il faudrait retourner voir sur le site du concours Veto Agro. S'il y a spécifiquement des masters qui sont privilégiés, enfin des niveaux masters qui sont privilégiés par rapport à d'autres, Oui, Henri. tout est possible. Oui. Oui, enfin, il y a une liste, comme j'y participe parfois, il y a une liste de formations. Donc pareil, hein, tout est sur le site du SCAV. Évidemment, il y a une commission qui examine des demandes dérogatoires parce que vous avez toujours le droit de faire une demande. Bon, après, personne ne peut vous garantir que ça sera accepté. Mais effectivement, il y a des conditions et globalement, c'est ce que tu énonces, biologie.
Ensuite, sur la voie B, on a une participante qui demande si c'est possible de faire une licence en alternance et si oui, dans quel domaine, clinique, veto, labo, etc. Je veux pas dire de bêtises, j'ai pas la réponse précise. Je vois pas pourquoi l'alternance ne serait pas possible si elle est prévue au cursus normal de la licence en question. Euh, Catherine, tu as une réponse toi, sur ça? Alternance possible dans la licence de la voie B? Bah écoute, pas plus que toi. En fait, les licences voie B, à ma connaissance, se greffent sur des licences déjà existantes dans certaines universités. Donc ça, c'est au bon vouloir de l'université. Et en tout cas, pour présenter le concours, finalement, peu importe enfin, tout en restant dans la biologie, bien sûr, hein, peu importe le contenu précis de la licence, si votre candidature est acceptée. Je ne vois pas ce qui s'y opposerait, mais c'est vraiment très particulier. À nouveau, le SCAV est sans doute en mesure de répondre mieux que nous à ce type de questions. Et je me permets d'appuyer la réponse en précisant que c'est possible d'appeler le SCAV pour avoir plus d'informations vis-à-vis des concours. Ensuite, on a une question sur le type de bac. Un bac sélection internationale est-il un avantage pour le concours post-bac? Non, il sera pris au même. Non, ce sera les mêmes prises en compte. Hein, voilà, donc même type d'informations qu'on va aller chercher et comparer entre elles. Bon, maintenant, dans le dossier globalement, hein, s'il y a des cas dont on a besoin d'aller regarder plus en détail, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une acculturation internationale, mais ça ne sera pas mis en avant plus que ça. Il nous reste une petite minute. Comment? Ouais. Je pense qu'on fait une dernière question et je passe le temps pour d'autres. Du coup, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut faire un internat après un certain nombre d'années de travail vétérinaire? Oui, ça j'ai répondu. Enfin, ça doit être plus loin. La réponse est oui. C'est rare, mais oui, il arrive, et c'est possible de sortir de l'école, de travailler 1 an, 2 ans, peut-être pas 15 ans, mais 1 an, 2 ans, et à ce moment-là présenter le concours d'internat et revenir faire l'internat, ce qui permet de financer peut-être mieux l'internat. Juste, je me permets aussi, Nina, il y a eu pas mal de questions sur le logement. Je vous ai renvoyé sur notre site internet. J'ai mis le lien. Faut fouiller un petit peu, mais au niveau vie étudiante, il y a vraiment toutes les informations nécessaires sur le nombre de chambres, enfin, comment est notre processus d'admission, parce que c'est effectivement une question qui peut être importante pour un choix. Voilà. Ok. Et ensuite, on a quelque chose qui peut être intéressant vis-à-vis de toutes les épreuves où il y a des entretiens de motivation, notamment. Si on fait une activité de bénévolat, faut-il faire un rapport forcément aux animaux? Alors, dans les activités de projet personnel, c'était ça, Lynn Non, je crois que c'est avant de rentrer pour ton dossier d'admission. Ah, pour le dossier. Oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, tout. Bénévolat. Oui, alors pour le dossier, enfin pour essayer de bâtir son dossier, puis surtout d'avoir un certain nombre d'expériences à mettre en valeur au moment des entretiens pour les épreuves pour les épreuves d'admission. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir des expériences, évidemment avec des vétérinaires, mais pas forcément que des vétérinaires, hein, donc n'importe quel contact avec le milieu animal et la façon dont les candidats peuvent analyser ces éléments-là, mais à la fois avec une vraie démarche réflexive hein, sur des difficultés, d'éventuels voilà, des problèmes liés au domaine en question qui a été exploré. Ça, c'est effectivement des choses qui sont prises en compte. Ouais. Merci pour avoir répondu. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Merci beaucoup, Madame Coleman et Monsieur Château, pour avoir animé la conférence, et merci à vous d'y avoir assisté. Et donc, je vous rappelle qu'on a plein d'activités disponibles sur le site vet-alfort.fr tout au long de la journée, et que l'intégralité des conférences sera retrouvée en replay dès le lundi 21 novembre. Merci beaucoup. Merci Merci, au beaucoup, Blanche et Dina, pour votre aide. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Bonne journée à tous. Bonne journée.